Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Salut tout le monde, c'est Geneviève Borne. Je vous souhaite la bienvenue à cette entrevue dans le cadre du Salon du Livre de Montréal. C'est la top modèle Ève Salvaille qui lance sa biographie « Sois toi, tu es belle ». Et donc, cette biographie nous permet de découvrir encore plus la personnalité, le vécu de cette charmante fille. Salut Ève. Salut Geneviève, comment ça va? Ça va très bien. Je suis contente de discuter avec toi aujourd'hui. Je te connais un peu, mais j'avoue qu'en lisant ta biographie, j'ai découvert encore plus de choses. C'est vraiment une fille remplie de mystères, de contrastes. Tu es d'une grande complexité. Puis en même temps, tu es une fille tellement simple. Et donc, on va découvrir plusieurs de tes facettes aujourd'hui en discutant. D'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ta biographie? Pourquoi tu as ressenti cet élan-là maintenant? Seigneur, j'ai toujours pensé de l'écrire, la biographie, en fait. C'était tout le temps là, mais... Pourquoi c'était tout le temps là? Pourquoi c'était tout le temps là parce que l'histoire du début, l'adoption, les jambes, les fémurs disloqués, pas censés marcher la fille, c'était quand même assez extraordinaire comme coïncidence. T'sais. Oui, la fille qui au départ n'est pas supposée de marcher, mais qui devient une grande top modèle. C'est ça, qui passe sa vie à marcher finalement. Ouais. C'est presque ironique, mais je trouvais ça intéressant comme idée de parler de ça, mais aussi de dévoiler qu'est-ce qui se passe en coulisses à Paris. Oui. Parce que ça n'a pas été fait beaucoup. C'est vrai. Puis ça nous intéresse beaucoup. C'est un monde qui est fascinant, l'univers de la mode. Même pour moi, c'est intéressant quand j'arrive en coulisses. C'est toute une sensation. Il se passe quelque chose de bien, bien spécial que je sais que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de vivre ça. Donc... c'est ça, fait que je voulais dévoiler un peu de ça. Puis je sais que le public québécois me connaît pas beaucoup. Ben, à Paris non plus, remarque, parce qu'il va être lancé à Paris bientôt. Uh-huh. Fait que je voulais me dévoiler un peu, là. Oui. Puis en plus de dévoiler à travers des mots, tu te dévoiles à travers des dessins parce que tu dessines à merveille. Merci. Et tes dessins, parfois, révèlent encore plus que les mots sont très révélateurs. Tes dessins, ça prend aussi du courage, j'imagine, dévoiler ces dessins-là. Bien, c'est des journaux intimes, tu sais. Ouais. Fait que oui. C'est dur. Mais je me suis dit, puis peut-être que je me mens moi-même, là, mais je me suis dit, c'est pas tout le monde qui va voir toutes les... Tu sais, des fois, c'est des pages de gribouillis, puis il y en a qui vont juste passer, tourner la page sans regarder tous les petits gribouillis. Mais si tu regardes comme faut, il y a 1000 dessins là-dedans, puis il y a vraiment des gros secrets. Oui, c'est ça. Mais je me suis dit, il y a personne qui va voir ça. Fait que là, toi, tu es en train de me dire que tu l'as vu. J'ai observé tout ça, puis c'est comme, des dessins à l'intérieur des dessins, et on a l'impression d'entrer dans ta tête. Puis comme si tout cet exercice-là, c'était de découvrir ce qu'il y avait derrière ce tatouage de dragon sur ta tête qui est tellement ta marque de commerce. Alors, il y a beaucoup à découvrir. Je vais commencer par l'enfance, en fait, parce que tu as eu une enfance, malgré le fait que tu as été adoptée, que tu as ressenti un abandon, tu sembles avoir eu quand même une enfance heureuse. Tu as été élevée dans beaucoup d'amour, tu as été élevée quand même dans un univers d'une grande ouverture. Est-ce que t'es... Quand tu penses à ton enfance, en fait, est-ce que tu es partagée entre la tristesse et la joie ou ça se côtoie, les deux sentiments? Je pense que la tristesse était juste au moment où est-ce que tu sais, quand je parle au moment où ma mère m'a dit que j'étais adoptée puis que je me suis sentie un peu abandonnée à ce moment-là. Mais ça a été comme
Peut-être que je l'avais en dedans de moi, mais je l'ai sûrement repoussé, je ne sais pas. Parce que si je pense à mon enfance, à ma tante, puis tout ce qu'on faisait, sa petite route Jonca, c'est merveilleux. Ce n'est que des beaux souvenirs. Vraiment, toute mon enfance, c'est extraordinaire. Tes parents, c'est des artistes. Tu faisais des spectacles dans le sous-sol. Tu te faisais des mixtapes. Et en fait, tu faisais déjà des shows. Et c'est ce que tu as fait plus tard. Et tu es en plus devenu DJ, en plus d'être devenu mannequin. C'est comme si on devient ce qu'on a toujours été. As-tu le sentiment que tout est là déjà, qu'on devient ce qu'on a toujours été? J'ai parlé à beaucoup de monde de cet effet-là. Il y a beaucoup de gens qui, depuis la tendre enfance, ont un but dans la vie. Ils se disent, moi, quand je vais être grand, je vais être ça. Puis vraiment, ils travaillent toute leur vie envers ce truc-là. Journaliste, rock'n'roller, n'importe quoi. Moi, j'ai jamais pensé être mannequin, j'ai jamais pensé d'être une célébrité, j'ai jamais pensé d'être DJ non plus. Je savais pas vraiment. Moi, je voulais être artiste. Je voulais dessiner. Ça, je savais. Mais le reste, toutes mes multitudes, parce que je suis une artiste multidisciplinaire, je fais pas juste ça, je donne des conférences, je fais du montage vidéo, je fais du montage sonore. Je chante, je suis animatrice télé. Je veux dire, ça finit plus. Mais tous ces métiers-là, jamais, il n'y en a aucun que j'étais comme « Ah, c'est sûr que je vais devenir ça », à part artiste, qui est devenu finalement quelque chose de journal intime, de quelque chose qui était juste entre moi et moi, qui n'a jamais été dévoilé sauf maintenant. Oui. Mais quand tu faisais ces petits spectacles-là dans le sous-sol, devant ta famille, t'aimais l'attention? Est-ce que t'aimais que les yeux soient tournés vers toi et savoir que tu plaisais, que tu attirais à l'attention? C'est ça, c'était là. C'était là, j'étais mannequin déjà. Je faisais déjà des poses devant les caméras. Je faisais déjà... Oui, ton père te photographiait, puis c'est incroyable. Puis je faisais des poses à 6 ans, 5 ans. C'était incroyable. Là. Vraiment, tu le vois que je me mets dans une position. C'est comme, je savais ça déjà. Je pensais que je l'avais appris à travers les travestis, à observer les travestis, comment ils se tiennent, tout ça. Mais non, je l'avais déjà. Mais je ne savais pas moi-même. Je l'ai appris plus tard que, finalement, c'était ça, ma vocation dans la vie. C'est incroyable. C'est comme tu avais tout à l'intérieur de toi déjà. Alors, ce qui est fascinant aussi, c'est que, bon, chaque être humain a différentes facettes, ça va, mais dans ton cas, tu parles carrément de différentes personnalités, puis vraiment très précises. Tu vis vraiment en conjuguant ces différentes personnalités-là à l'intérieur de toi. Donne-nous une idée, en fait, de comment ça se passe, en fait, à quel moment tu deviens l'une ou l'autre et dans laquelle peau, dans quel personnage tu te sens le mieux? Wow! Je me sens plus en sécurité dans le personnage de Ève Salvaille, le personnage principal, celle qui est assise ici aujourd'hui. Mais parce que je suis tellement habituée de rentrer dans ces souliers-là. C'est comme si j'avais 1000 paires de souliers avec toutes des robes différentes, puis des pantalons, puis des pantalons déchirés pour la punk, puis une robe super glamour pour Ève Salvaille, le mannequin. Puis le matin, ben je mettais ça. Des fois, je change pendant la journée, mais c'est ça. Fait que ça, ce personnage-là, je l'aime beaucoup parce que je suis habituée. On dirait que je suis née avec des talons hauts, je peux courir avec ça, il n'y a pas de problème. Oui. Je suis plus mal à l'aise, en fait, dans des espadrilles qu'avec un talon. Dans des talons. Et donne-nous une idée des personnages plus sombres puis encore plus complexes. Ben, mon Dieu. Puis tu les as baptisés, en plus, ces personnages-là. Oui, je les ai toutes baptisés, c'est fou, hein? Je sais pas, on dirait que, en tout cas, c'est comme une image que j'ai mis le personnage. Je pense pas que je me dis, je vais devenir ce personnage-là. Je pense que c'est plus une image, puis ça se fait tout seul selon les circonstances. Oui. Pour pouvoir m'adapter, pour pouvoir, c'est comme un coping mechanism, pour pouvoir dealer avec la vie puis les choses qui arrivent autour de moi. On m'a dit, sois toi, on m'a dit, pas sois toi, on m'a dit, sois belle et tais-toi toute ma vie. Fait que c'est toutes les émotions puis tout ça, il faut qu'il y ait à quelque part, tu comprends? Ils vont un peu sur les pages de mes cahiers à dessin, puis c'est pour ça que c'est un peu sombre, mais
Le reste, c'est juste enfoui en dedans. Fait que quand j'arrive à la maison ou à l'hôtel puis que je suis toute seule puis tout ça, il faut que ça sorte à quelque part. Oui. Fait que moi, ça sortait probablement avec la débauche quand je sortais dans les bars, quand je faisais le party, quand je faisais des drogues. C'était juste... Je voyais ça comme m'amuser, mais je pense qu'il y a quelque chose de sombre aussi, tout le stress du travail puis tout ça qui sortait en même temps. Oui, puis souvent, quand on consomme comme ça, aussi ardemment que tu le fais, c'est pour engourdir quelque chose, masquer quelque chose. Qu'est-ce que tu essayais, toi, d'engourdir? Qu'est-ce que tu avais besoin d'amenuiser? La consommation, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour d'autres, mais pour moi, la consommation, c'est le fun. C'est pas quelque chose que je faisais dans le but d'engourdir quelque chose. C'était vraiment parce que j'avais du fun à être high. Puis je trouvais ça drôle. Tu sais, mettons que j'avais 5 shows à faire, 5 parades de mode dans cette journée-là, mais j'avais une drogue par parade. Fait que Chanel est très tôt le matin, donc je dropais de l'ecstasy dans les petites heures du matin pour arriver backstage complètement high. Et t'arrivais à être fonctionnel, là, puis à faire ton travail. Mais tout ce que tu vois de moi à la télé, les films, les entrevues, tout, je suis complètement pas là. Parti. Puis c'est un bel exercice parce que tout d'un coup, quand tu es sobre puis tu essaies de refaire toutes ces choses-là que tu as faites toute ta vie pendant 40 ans complètement gelées, c'est tout un autre... oui, parce que tu es complètement sobre maintenant. Tu ressens des choses. Qu'est-ce que je fais avec ces feelings-là? Oui, il faut que tu vives les vraies émotions là, en étant connecté. Ça. Mais c'était pas à la base, je pense pas avoir consommé pour geler quelque chose autant que... Je consommais pour avoir du fun. Puis j'avais du fun. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai perdu le contrôle sur la substance. La substance est devenue reine, est devenue Dieu, est devenue comme une puissance supérieure. Puis tout était basé là-dessus. Donc, si je sortais ce soir, je pensais à quand est-ce que je vais pouvoir revenir chez nous pour prendre une petite puff, pour prendre ta. Puis à ce restaurant-là, ils servent de l'alcool. S'ils n'en servent pas, est-ce que je peux... C'était tout le temps basé sur... C'est au centre de ta vie. Oui. Numéro 1, quand est-ce que je vais consommer, combien, quand, comment. Après ça, tout le reste, les relations amoureuses, tout le reste, la santé, tout ça, c'est secondaire. C'est incroyable. Puis t'aimais particulièrement la vodka. Ah, ça, c'est mon amoureuse. Pourquoi la vodka parmi tous les alcools? Je sais pas. C'est juste, ça doit être le premier drink que j'ai pris, puis je sais pas. Ouais. Mais ça fesse comme faut la vodka. Hein? C'est ça pas un petit verre de vin, là. Non, c'est ça. Alors, plongeons dans l'univers de la mode. C'est absolument fascinant ce que tu as vécu, Ève, parce que tu avais déjà travaillé comme mannequin, mais tu étais barmaid au Foufoune électrique. Et puis là, à Montréal, il y a des photos de toi qui sont affichées dans le Shed Café, qui était le café très cool du boulevard Saint-Laurent. Jean-Paul Gaultier te voit, il y a un coup de foudre, un coup de cœur immense et il veut t'avoir pour son défilé à Paris. Ça, c'est le début d'une grande carrière de top modèle. Raconte-moi comment, du jour au lendemain, ton univers a basculé puis quelle sorte de vertige tu as vécu. Bien, dans le livre, je compare ça à un slip and slide. Là. C'est une espèce d'affaire de plastique long que tu mettais sur le gazon. Là. Tu mets de l'eau dessus, puis là, tu te lances. Là. Moi, j'étais debout là-dessus, puis j'avais vraiment l'impression d'être debout sur un slip and slide, puis de ne pas être capable d'essayer de me garder debout, en fait. C'est vraiment... Je ne savais pas qui était Jean-Paul Gaultier quand je suis arrivée backstage. J'avais aucune idée. Même si tu étais déjà dans l'univers de la mode. J'étais un peu dans l'univers de la mode, mais je faisais du catalogue à Tokyo. On s'entend que c'est pas du tout de la haute couture à Paris. Donc, puis je suivais pas tellement ça non plus. Fait que je savais pas c'était qui. Puis c'est drôle parce qu'on a beaucoup de similarités, lui et moi, dans notre façon de penser, dans notre... Puis ce qu'il design, l'art qu'il crée, il me plaît beaucoup. Ça a cliqué très fort Ça a cliqué très fort entre nous deux. Mais mon beau Jean-Paul. Oui. D'ailleurs, c'est lui qui signe la préface de ton livre. Ça allait de soi. Là. Parce que c'est comme si c'est comme une de tes renaissances. Tu as eu plusieurs renaissances dans ta vie et l'une de tes renaissances, c'est celle avec Jean-Paul Gaultier. Mais quel honneur quand même. Oui. Et donc là, tu entres dans cet univers-là. Et là, donc oui, bien sûr, tu commences avec Jean-Paul Gaultier, mais après, tout s'enchaîne. Oui. Alors... C'est comme... Clic. Oui.
Alors, les plus grands noms de la mode, shooting, défilé de mode, tout ça. Puis le monde s'arrachait Eve Solveig. Oui. C'était drôle. J'étais comme la sensation forte. Oui. De un, parce qu'il n'y avait pas de tatouage. Il faut se rappeler que ça, c'était en 1992. Il n'y avait pas de tatouage. Tu sais, c'était pas populaire. Il n'y en avait pas là. beaucoup. Les filles, non. Il n'y avait pas de filles avec des tatous sur la Puis tête en plus. rasée en plus. Ben non, c'est que c'était comme du jamais vu. Fait qu'il y avait cet effet-là. Il y avait toute la presse, les journalistes, le Today, tout ça, qui me suivaient comme si j'étais une attraction. Tu sais, j'étais la martienne qui venait d'arriver sur Terre, là. Bien, t'es assez striking. T'es assez frappante. Alors, je peux imaginer, oui. Oui, pas très discrète non plus, donc j'essayais de me cacher en arrière de mon rack à linge. Tu sais, on a tout le temps un rack à linge. Oui, moi, je m'en allais en arrière de ça. J'avais tellement peur de la presse parce qu'ils me posaient des questions, puis je n'étais pas habituée, petite fille de Matane, puis là, tout d'un coup, ils me posaient des questions sur la politique, puis tout plein d'affaires que je savais pas quoi répondre, puis j'essayais de leur faire plaisir. Fait que s'ils me posaient des questions, y a-tu de l'attitude entre les mannequins? Moi, pour leur faire plaisir, je disais oui. Puis là, après ça, les mannequins me disaient, Ève, tu peux pas faire ça, c'est pas correct. T'en as-tu de l'attitude? T'as-tu de l'attitude de nous autres? Pas pantoute. Non. C'était comme... Fait que je me cachais d'eux, j'avais très peur parce que je savais pas comment. Mais ça ajoutait à ton mystère, tu sais. Oui, peut-être. Ben oui. Peut-être. Éventuellement, tu as eu envie de faire autre chose. C'est très déracinant. En fait, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de chez toi, tu es toujours dans tes valises, tout ça. Mais quand tu repenses à ces années fabuleuses-là, qu'est-ce que tu aimais et qu'est-ce que tu n'aimais pas, mais précisément? T'sais? Parce que c'est sûr que pour la plupart des gens, y compris moi, moi, l'univers de la mode, mon Dieu, ça a l'air tellement extraordinaire. Toi, tu connais toutes les facettes, tous les côtés. Alors, qu'est-ce qui, pour toi, reste fabuleux, extraordinaire à tes yeux et qu'est-ce qui vraiment te déplaisait et te rendait même malheureuse? C'est sûr que l'effet Cendrillon. OK. Fait qu'à tous les jours, je mets des robes qui valent 75 000, 750 000 sans problème. C'est des créations qui sont uniques, qui sont extraordinaires. Puis, j'entre dans mon personnage, donc les deux se marient. La robe très, très chère, très, très glamour. Et mon personnage. Oui. Fait que ça, ce côté-là, c'est extraordinaire. C'est vraiment... c'est comme la petite fille qui met des petites robes de princesse. Je deviens une princesse à longueur de journée. Moi, j'arrive là avec un jeans déchiré, des combat boots sacrés à masser à terre. Puis là, tout d'un coup, je deviens une princesse. Mais j'ai remarqué que les mannequins, souvent, s'habillent complètement relax et scrap parce que sont tannés, j'imagine, de ça. Bien, c'est parce que la première chose qu'on nous demande, c'est de nous déshabiller. Les vêtements, nos vêtements vont se retrouver par terre en dessous du rack. Donc, on a des beaux vêtements comme ça, mais on a day-to-day au travail. C'est tout le contraire de tout le monde normal. Nous autres, pour aller au travail, on est habillés super lettres. Jeans, T-shirt, le running shoe. Le plus simple, mais quelque chose qui montre ton corps aussi. Tu peux pas mettre des jeans tout déchirés, toutes grandes. OK. Il faut que tu mettes quelque chose dans quand même assez tête pour montrer, OK, je suis trop mince, trop grosse, trop... Fait que c'est ça, parce que c'est notre outil de travail, c'est notre corps quand même. Donc, ce que tu trouvais et que tu trouves encore fabuleux avec le recul, c'est le côté princesse, des tenues extraordinaires, la chance de porter ces vêtements-là, l'attention, l'admiration. Bien, il y a aussi de regarder le travail du couturier, parce que... Moi, je faisais les essayages avec Jean-Paul. Donc, tous les essayages de toutes les robes, je passais des heures et des heures, peut-être de 11 heures le soir jusqu'aux petites heures du matin. J'étais dans ses studios à essayer toutes les robes. Fait que de voir la création... Il faisait aussi sur toi. Oui, il coupe. Mais tous les designers ont fait ça. Gianni Versace, Valentino, ils l'ont tout fait. Puis, tu pars avec une robe, là, tout d'un coup, ils disent, bon, on va mettre telle jaquette. Fait que là, tu essaies le jaquette, puis là, après ça, ils te rajoutent un chapeau, puis là, après ça, ils rajoutent les bijoux, puis les petits souliers, puis tabarnouche, tout d'un coup. Tu sais, Frozen, là. Oui. Quand elle crée son castle, son castle, château, puis elle crée sa robe.
c'est ça. C'était vraiment comme... Puis tout d'un coup, j'étais comme transformée en Cendrillon. Fait que ça, c'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et être si proche de la création, de la créativité, de voir le génie de si près. Oui. Toi qui as grandi avec tes parents artistes en plus, là, ça devait vraiment te... C'est vraiment de la magie. Ouais. Le seul côté déplorable de l'effet Cendrillon, c'est que tu n'as pas vraiment le temps non plus de l'apprécier à sa juste valeur. Donc, toute la collection... Le côté difficile, là, ouais. Bien, il y a bien des côtés difficiles au mannequin, puis il y en a que j'ai même pas parlé là-dedans, que j'ai gardé pour mes conférences. Fait que si jamais tu viens à ma conférence, tu sauras. Mais il y a beaucoup de bobos qu'on se fait, puis il faut qu'on se ferme la gueule, puis qu'on soit belle et qu'on se taise. Ah oui, donc, je comprends. Oui, comme tu n'es pas toujours bien dans les talons hauts, puis les vêtements, des fois, ils peuvent faire mal. Non, mais je te parle de déchirures avec du sang partout, puis tout ça, puis tu continues à... si tu pleures, il faut que tu te rassoies dans la chaise de maquillage pendant 2 heures. Fait que là, toute l'équipe t'attend, puis en plus, toi, il faut que tu t'assoies là, puis c'est plate. Fait que tu y penses à 2 fois. Tu sais, une fois, j'allais shooter, puis il fallait que je tienne le logo du truc que je vendais. Dans cette main-là, il avait mis la lumière de ce côté-là, donc le logo, je le tenais avec cette main-là, puis c'était très spécifique. Grosse campagne, j'arrivais de New York, puis je me suis fait mal. Je suis tombée, puis j'avais un gros trou dans la main, mais la même main qui devait tenir le logo. Fait que là, par terre, avec le trou dans la main, en enlevant des petits morceaux de verre, puis ils n'ont pas de désinfectant, oublie ça, là, il y a rien, il n'y a pas d'union qui te protège, il y a rien, là. Fait que tu te retrouves là à te demander, OK, j'ai 2 options, je pleure, je défais le make-up, je me rassois dans la chaise de maquillage, tous les clients sont déçus, c'est une perte de temps, là. On a 3 heures de perdu juste à cause que j'ai braillé, là. Fait que tu fais une technique de travesti. Quand tu es sur le point de pleurer, t'inspires très, très fort du nez. T'as l'air d'un cave, mais si tu fais ça, les larmes, littéralement, tu le feras dans le miroir, là, les larmes, t'es vois partir par en arrière. Fait que j'ai fait ça. Et voilà. Let's go. Ah, mon Dieu. Fait que toute la journée, le sang coulait. Puis là, t'avais le maquilleur qui venait enlever le sang, la petite mare de sang, puis la ligne là. Mais à la fin de la journée, je suis plus capable d'ouvrir ma main parce que c'est un bobo qui commence à sécher. Fait que c'est des affaires de même, il m'en est arrivé 1000. Ouais. Puis c'est à tous les jours, il se passe quelque chose comme ça, où est-ce que tu as un trou à quelque part, puis t'es comme, OK, option 1, je pleure, je perds du temps, tout le monde perd du temps, c'est plate. Mais quand tu arrives à la chambre d'hôtel le soir, tu pleures en collant maman. Oui, ça doit. Oui, là, tu t'ennuies de chez vous, j'imagine. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est que oui, ça semble extraordinaire parce que tu voyages partout à travers le monde, tu as des appartements dans les grandes villes, puis tout ça. Mais tu dois avoir un cafard, des fois, t'ennuyer de la maison. Comment t'arrivais à créer un nid ou un petit cocon pour que tu te sentes bien dans les hôtels ou à l'autre bout du monde? J'appelais beaucoup maman. Ouais. Pauvre maman. Parce que des fois, c'était sur le décalage. Tu sais, je finissais super tard de travailler, puis il était peut-être 3 heures du matin, puis je l'appelais en pleurant. J'avais beaucoup de difficultés à dealer avec le fait que je sois reconnue. C'était très difficile pour moi parce que à Matane, étant une petite ville, souvent, quand tu marches dans la rue, tu es capable de dire ça, c'est un desrosiers, ça, c'est un... Tu sais, c'est tellement petit. Mais là, tout d'un coup, je connaissais plus de Desrosiers. Je savais plus c'était qui. Puis tout ce monde-là connaissait mon nom. Oui. Fait que là, ils viennent tous. Ah, allô, Ève. Là, le monde te reconnaît, là. Oui. Comme ça. Mais toi, tu les connais pas. Fait que tu sais pas. J'ai connais-tu ou j'ai connais pas? Pourquoi? Ils viennent me voir comme s'ils me connaissaient, mais moi, j'ai connais-tu? Puis là, c'était difficile. J'ai vraiment, là, je trouvais ça... J'avais de la difficulté à m'enraciner puis à garder les pieds sur terre. Pas tête enflée, là, mais dans le sens, j'avais de la misère à trouver... rester connecté. À rester connecté, oui. À trouver un sens de réconfort à quelque part là-dedans, parce que tu es dans une ville où est-ce que tout le monde parle une langue différente de la tienne, ils mangent des choses différentes de la tienne, tu n'as pas eu le temps de manger, tu n'as pas eu le temps de dormir, tu n'as pas eu le temps de te laver, tu n'as pas eu le temps de rien. Puis... c'est ça, tu te retrouves soit avec 1000 personnes qui connaissent ton nom que tu connais pas, soit toute seule dans une chambre d'hôtel qui est pareille aux autres, tu sais même pas t'es où. C'est ça. Fait que c'est pas...
C'est pas glamour. En tout cas, ça l'est une petite partie du temps. Mais ça l'est, je dirais 50-50, parce que sinon, pourquoi le faire? Ouais. Pourquoi continuer une carrière de mannequin pendant Christy? Ça fait, si je compte aujourd'hui, là, mettons que je disais que je suis encore mannequin aujourd'hui, ça fait 30 ans, là. Oui, c'est long. Oui. OK, tu dirais c'est 50-50, le pourcentage entre le côté agréable et joyeux et le côté plus... Parce que quand même, c'est assez extraordinaire. Ben c'est pas tout le monde qui a... Tu sais, je le sais, là, je le savais quand je défilais, là, c'est pas tout le monde qui défile avec Claudia Schiffer, Cindy Crawford, puis qui est body avec eux autres, qui placotent, c'est ça, c'est toutes des filles que tu as côtoyées, qui sont devenues des copines. Avec... tu sais, je veux dire, tu penses à toutes les choses que j'ai faites, c'est incroyable. Même moi, je le croyais pas, j'étais comme, pince-moi quelqu'un. Oui, puis être amie avec Jean-Paul Gaultier, puis un Christian Lacroix, puis Karl Lagerfeld. Ma préface, moi, j'ai demandé à Simon Le Bon de m'écrire un petit quote. C'est ça, parce que la femme de Simon Le Bon était mannequin aussi, mais en plus, tu as collaboré avec oui, puis en tant que DJ, j'ai fait beaucoup de choses pour Duran Duran, donc je les connais très bien aussi. C'est ça. Il y a un côté qui est fascinant, c'est que tu as eu beaucoup de grandes occasions, d'opportunités, à la fois dans la mode, aussi dans le cinéma et même dans la musique. Mais parfois, tu as fait ce qu'on appelle du sabotage. Tu sais, comme toi-même, tu as décidé parfois de ne pas te rendre à un rendez-vous, de ne pas te rendre à ce tournage-là ou à cette grande séance photo-là ou même en studio. Comment tu expliques que ces choses-là te faisaient rêver et t'attiraient, mais qu'en même temps, parfois, tu arrivais à carrément saboter? Bien, donne-moi un exemple. OK. Par exemple, tu dois faire une chanson en studio avec Daniel Bélanger. Mais finalement, tu ne te présentes pas. Mais ça te fait rêver, ça t'intéresse, ça te fait rêver, mais finalement, tu y vas pas. Ou, par exemple, si tu demandes tu sais, si tu files pas et tu te présentes pas à un tournage, tu sais... Il y avait toutes sortes de raisons pour toutes ces choses-là, mais c'est sûr que c'est arrivé le self-sabotage. Oui. Oui. Oui, bien, c'est Qu'est-ce qui pousse ça? Bien, c'est comme je disais tantôt, numéro 1, la consommation. Numéro 2, tout le reste. Fait que tout le reste, c'était ça. Puis des fois, je venais tellement gelée que j'oubliais que j'avais quelque chose sur l'horaire ou sur le calendrier. Je regardais même pas, m'en foutais. OK. C'est ça, fait que c'est même pas dans le fond c'est conscient. Non, je m'en Même foutais. Pas conscient parce que tu n'as même pas regardé ce qu'il y avait à l'horaire. Fait que même si c'était quelque chose d'absolument extraordinaire, tu l'as même pas vu. Mais pour moi, je le voyais pas extraordinaire. Une grosse bouteille de vodka, oui. Une bouteille Magnum de Belvedere vodka, ça, c'est extraordinaire. Tout le reste, c'est comme... Mais... Hey, c'est incroyable. Hein? Puis en plus... Aujourd'hui, tu es complètement sobre. Oui, madame. Et tu as trouvé une joie, tu as un sourire. Et... Je sac même plus, maudit 5 grammes. Tu sacs même plus? Tu sacs même plus. Mais c'est ça. Et donc, la joie, le bonheur, ça peut être le travail d'une vie, là, trouver son bonheur. Mais tu sais, tu as ce sourire-là, tu as les yeux brillants, tu sembles bien, tu sais, puis tu explores plein de pistes professionnelles aussi. Ça a valu la peine d'arrêter, d'arrêter, de te prendre en main. Puis Ben, ça a tout changé. Écoute, ça a sauvé ma vie et changé ma vie. Je n'ai que de la gratitude pour les gens qui m'ont aidée. Puis pour... écoute, je vais brailler si je continue à en parler. Là, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas... C'est night and day. Je me suis rendu compte que j'étais à peu près misérable tout le long de ma vie parce que je consommais tellement tout le temps que j'avais perdu la capacité d'avoir de la gratitude ou d'apprécier les belles choses de la vie. Oui. Maintenant, je les vois avec le recul, mais à ce moment-là, je pense que j'étais tellement pas là. J'étais juste pas là. T'étais juste pas là. J'étais pas là. T'étais pas consciente. Non. C'est ça. Merci d'être toute là. Hey, merci. Et merci d'avoir partagé tes secrets et plusieurs pans de ta vie avec les lecteurs qui vont découvrir ta biographie. Merci beaucoup. C'est un bonheur de te connaître puis d'apprendre à te connaître encore plus. Merci, Ève. Ah, je t'aime, ma belle Je t'aime.